Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Voilà, donc je vous invite à aller vous abonner à la première et deuxième chaîne YouTube. Voilà. Donc, on va écouter. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent la force au mouvement, à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Installez-vous, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté. Je viens aujourd'hui raconter l'histoire d'un jeune que j'ai suivi. Vous faites un témoignage d'un jeune garçon. Il donne son témoignage après quelques années après avoir rencontré le Seigneur. Ce jeune-là, c'était vous voyez les gens qui sont intelligents là, des enfants dont dès le bas âge, vous constatez que cet enfant-là sera quelqu'un d'important. C'est un enfant intelligent, son esprit est ouvert. L'enfant-là brille de partout, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc vous savez déjà que l'enfant-là sera quelqu'un demain. Il a un potentiel. Maintenant, il vivait dans une parcelle qui n'était pas clôturée. Parce que ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc la parcelle était ouverte. Il y avait juste la maison, vous comprenez, des parcelles qui ne sont pas clôturées. Et donc, il avait déjà atteint, je ne sais pas, 17-18 ans, peut-être quelque chose par là. Et il était assis dans sa cour. Comme ça, et voilà. Il voit passer là une très très belle jeune fille. Très belle jeune fille. Poussée par l'instinct des hommes, ce jeune homme-là va se regarder à draguer la jeune fille. Il l'a appelée. La jeune fille était déjà passée. Il l'a appelée. La demoiselle est revenue vers le jeune homme. Ils ont parlé. Ce jour-là aussi, il n'y avait pratiquement personne. Il était peut-être le seul à garder la parcelle. Donc, il avait la maison pour lui seul. Après, il a fini par aller avec la jeune fille. Le même jour, ils ont causé comme il n'y avait personne. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit après. Bon, ils se sont retrouvés au lit et puis voilà. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et la fille est partie. Mais en allant, la fille là lui laisse ses coordonnées téléphoniques, son adresse et tout. Vu que la fille était tellement jolie, le jeune homme décide un jour comme ça, il dit non, je vais aller quand même la voir, je vais aller la chercher et tout et tout. D'abord, il commence par l'appeler. Quand il appelle, le téléphone, le numéro là n'est pas attribué. Il dit bon d'accord, je vais donc, peut-être que j'ai mal noté le numéro de téléphone, je vais donc chercher son adresse. Il va chercher l'adresse, il ne retrouve pas l'adresse. Ça n'existe nulle part. Si la ruelle existe, le numéro là ne correspond pas. Donc, finalement, il n'a pas pu retrouver la jeune fille. Après son ébat sexuel avec la jeune fille, rien ne marchait. Et en tout cas, tout ce qu'il faisait là ne marchait plus. Il n'était plus bon à l'école. Tout ce qu'il faisait ne marchait. En tout cas, rien ne marchait quoi. Rien ne marchait. Il avait maintenant tout perdu. C'était maintenant un bon à rien. Donc, il n'avait plus rien de bon en lui, rien du tout. Il a fané, toutes des histoires comme ça. Après des années, lui-même, il s'est dit non. Comment est-ce que ma vie est devenue comme ça? Moi qui étais brillant, moi qui étais. C'est là qu'il va se décider d'aller prier. Il va s'engager avec Dieu et de se donner corps et âme. En tout cas, il s'est livré à Dieu jusqu'à un jour le Seigneur va lui révéler ce qui s'était passé réellement. Finalement, la jeune fille là, c'était un esprit des eaux, donc une sirène venue tout droit du fond là-bas pour soutirer ce que le jeune là avait. Parce qu'ils avaient vu en lui
le potentiel que Dieu avait mis. Son étoile brillait tellement que le diable a voulu récupérer cette étoile-là en lui. Et comment faire pour récupérer l'étoile? Quoi de plus simple que de séduire un homme? Les hommes, quand ils voient une belle femme. Et donc, on a envoyé cette sirène-là pour récupérer l'étoile du jeune homme. Et c'était trop facile pour eux, puisque le même jour, la sirène a réussi à retirer cette étoile-là. Et voilà comment le jeune garçon est devenu comme ça. Mais c'est vrai que le Seigneur l'a rétabli. C'était plus vraiment comme il était, parce que c'était maintenant quelqu'un de façon quoi. Il était seulement comme ça. Quelqu'un à qui on ne peut rien attendre. Ah, lui là, c'est un bon à rien. Lui là, qu'est-ce qu'il peut apporter? Lui là. Alors que c'était quelqu'un qui avait beaucoup en lui. Si je peux me permettre, je vais seulement conseiller nous tous, nous les jeunes. Hein? Vraiment, c'est trop facile. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui même tu vas avec la personne. Tu ne sais même pas où vit la personne. Tu ne sais même pas comment est son état d'âme. Directement, tu te livres à cette personne-là. Donc, c'est comme ça que le jeune homme-là a perdu tout ce qu'il avait en lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Coucou la famille, j'espère que tout le monde va bien. Commentez, likez, partagez. Le titre de l'histoire d'aujourd'hui, c'est le charme. Le conseil que je vais donner aux jeunes filles ou aux jeunes garçons, si tu ne veux pas de quelqu'un, ne prends jamais son argent ou un cadeau venant de lui sans établir les règles. Tu me donnes ça pourquoi? Qu'attends-tu de moi? Et si ça ne va pas, tu dis non, je ne veux pas. Parce que ce sont les liens spirituels que tu établis sans te rendre compte. Alors quand je suis jeune fille, on grandit avec un ami d'enfance, une connaissance d'enfance, je ne vais pas appeler un ami. Nos deux parents vendent au marché, donc on a commencé à vendre au marché. Après, on a fait le commerce ambulant des arachides bouillis. Il m'aimait bien, il m'aidait beaucoup. Donc, c'était mon aîné de 4 ans, il allait acheter parfois, il m'aidait à acheter mes arachides. Il m'aidait aussi, il me dit non, il faut faire attention, quand tu vends, il faut sortir, on va aller vendre ensemble. Je dis non. Non, parce que eux, ils vendaient les grosses quantités quand moi, je me contentais de vendre un seau de 10 litres là. Alors, quand on grandit, il s'approche de moi comme un homme s'approche d'une femme. Et un truc au fond de moi, mon instinct me dit non, ne te mets pas avec ce gars, il va beaucoup te faire souffrir. Je dis ok. Déjà que sa mère, quand elle nous voyait ensemble, elle faisait toujours des problèmes, je ne sais pas trop pourquoi. C'est comme ça, excusez-moi, on est là et il commence à me faire la cour. Je lui dis non. J'étais claire, je dis non, je ne veux pas de toi. Et il venait tout le temps me rendre visite, me donner des informations sur lui, peut-être 4 à 5 fois par an. Il venait avec des cadeaux. Il va peut-être m'apporter des chocolats, insister pour que je... Non, comment on peut te donner un truc que tu ne goûtes pas? Or, moi, avec les caries dentaires que j'avais et une sensibilité, j'aime pas tout ce qui est sucré. Et même les chocolats, j'aime un certain type de chocolat. Et là, j'en parlais pas. Donc, je peux casser un petit carreau de chocolat, prendre son petit déclinage. Il sait comment c'est difficile parce que je parlais de mes problèmes. Je ne parle pas de ces problèmes à tout le monde. Je parlais des difficultés que j'avais dans cette maison. Et ça fait que les petits dépeinages et tout ça, moi, je prenais ça comme de l'amitié. Puisque j'étais claire avec lui, je ne veux pas être avec toi et tout. Alors, je ne savais pas que j'étais en train de m'attacher. Alors, quelques temps plus tard, un soir, j'ai des problèmes avec mon petit ami. Et ma soeur me dit, tu es là, n'est-ce pas, voilà, tel qui va être avec toi depuis. Je ne veux pas être avec lui, pourquoi? J'ai dit non, ce gars, je ne le sens pas. Elle me dit, Aka, tu déranges. Lève-toi, on y va. Je me lève, je suis ma soeur chez le gars, il nous reçoit et tout. Quand on rentre, il nous paye le taxi. À chacune, il donne 5 000. Alors, quand on arrive à la maison, ma soeur me dit, regarde comment tu es. Est-ce que ton gars, même pour qui tu plais là, te donne souvent 5 000? Voilà un gars qui est prêt à te donner l'argent, mais tu ne veux pas de lui. J'ai dit non, moi, je ne le sens pas. Alors, il continue à me rendre visite. Un jour, il arrive avec la crème dans une boîte. La crème avait même bien fondu. C'est aujourd'hui que je fais bien le rapport. Ça avait bien fondu parce que c'était même pas 5 minutes de ma maison qu'il dit avoir acheté cette crème. Donc normalement, ça devait même être encore compacte puis ça sortait du congélateur. Mais ça avait bien fondu.
Alors qu'elle me donne la crème, on est en train de causer. Il me dit, il faut manger, ça va fondre et tout ça. Il y avait la cuillère, il y avait tout. Je me mets à manger la crème. À l'instant où j'ai commencé à manger cette chose-là, j'avais signé mon arrêt de mort. Après ça, j'ai dit, le gars, il parlait, j'obéissais, je le suivais comme la chèvre. C'est comme ça que je me suis retrouvée chez un tradipraticien avec sa mère en train de me faire laver. Mes parents n'étaient même pas au courant de ce que je faisais. C'est comme ça qu'ils m'ont amené et chez les SCO. Et je vous dis, Seigneur Jésus, je suivais ces gens. C'est pas possible. Alors je me mets avec lui. J'accouche de ma première fille. J'accouche de mon premier enfant. Et rien ne va. Aucun concours ne donne. Rien ne va, j'ai dit rien ne va dans ma vie. Bien avant lui, rien n'allait. J'ai fait les concours, j'ai l'écrit, je ne passe pas la suite. Je tombe sur une amie, une connaissance qui devient mon amie. Alors cette fille, elle me dit, tu es à passer chez le praticien. Je dis, je n'aime pas ces gens. Elle me dit, non. Quand quelqu'un est comme toi qui échoue tous les concours, là, c'est qu'il y a un problème. Tu es bien éveillé, pourquoi tu échoues? Je dis, bon, depuis que je suis née, ces gens, vraiment, c'est pas bien, machin. Elle me dit, non, viens, on va partir. Quand on arrive là-bas, elle me dit, non, ici, chacun entre. Je ne vais pas entrer avec toi parce que j'ai mes problèmes. Tu attends, après moi, tu vas entrer. Je dis, ok. C'est comme ça qu'elle entre, et après elle, c'est moi. Quand Jean, la dame me regarde, elle secoue la tête, elle me dit, ouais, je vois un garçon qui est comme ça, comme ça, comme ça. Elle décrit le père de mes enfants. Elle décrit le père de mes enfants. À cette époque, j'avais un enfant. Elle le décrit, et elle finit le décrit. Elle me dit, il faut que je le voie. Il faut le faire venir ici. Toute urgence. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je rentre, je lui fais le rapport de la journée et tout. Et je l'amène chez la dame. Lorsqu'on arrive chez la dame me dit, sors. Ah. Elle me dit, oui, il faut sortir, je peux attendre dehors. On a assez dit, je n'ai pas écouté ce que lui et moi, on a assez dit. Ok. Je sors, je vais m'asseoir dehors. Je vous dis que je vivais dans un cadre qui était différent du cadre où j'ai grandi. Je vivais des violences physiques, des violences verbales, de sa part, de la part de sa famille. Mais j'étais là. Je ne bougeais pas. Ça va jusqu'à ce qu'on t'affame, ça dit qu'on ne rationne pas, on ne fait pas. Mais tu es là. Le peu que tu as, tu viens lui donner. Le peu que tu travailles, les jobs que tu fais, c'est à lui que tu viens remettre. On passe, c'est une autre histoire. Alors, la dame, elle commence mon traitement. Et quand elle commence mon traitement, ça a pris du temps, ça a pris plus d'1 an de traitement. Un temps, je me suis fâchée. Et mais maman, c'est quel genre de traitement qui ne finit pas? Elle me dit non. On a pris le temps pour te faire ce que tu as là. Et on doit aussi prendre le temps pour défaire ce qui a été fait. Alors, elle était là, elle me faisait les traitements et tout ça. Et la situation à la maison a commencé. C'est que tu commences à voir la personne d'une autre façon. Tu commences à dire, mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Plus le traitement avançait, plus je n'acceptais plus certaines choses. Et un jour donc, ma copine me prend encore. On doit aller chez un autre marabout parce qu'elle veut faire certaines choses à son mari. Parce que il y avait la dame, en fait, le problème, elle avait un problème, son mari avait une maîtresse. Et la dame l'a aidé à protéger son mari. Et en lui expliquant, parce que après c'est ça qui m'aide à comprendre mon histoire, la dame lui explique que si tu aimes quelqu'un et que tu charmes cette personne, tu couvres les toits de la personne et ce qui fait que la personne ne va pas évoluer. Les grâces qui sont pour cette personne n'arriveront pas parce que tu as pris le contrôle de sa vie avec le charme avec lequel tu contrôles la personne. Bon, je ne faisais pas toujours le rapport avec ma vie. Bien sûr, je ne faisais pas le rapport avec ma vie. Un jour, elle me dit, ma copine, il faut que tu m'accompagnes. Parce que celle-là, les marabouts, c'était la magie. Je l'accompagne donc chez un marabout. Maman, on est sorti à 8h. Et c'est les trucs de femmes, vous savez, les trucs de femmes, personne ne veut donner. C'est moi qui donnais jamais. Elle, ses 5 francs ne se perdaient pas. On a passé toute une journée à fouiller un quartier de Yaoundé. On a fouillé le marabout. De 8h à 15h, j'étais épuisée. Elle avait les chaussures de son mari dans le sac. J'ai dit épuisée. Je lui ai dit, mais rentre. Elle dit jamais, elle ne rentre pas. On a fouillé. Elle appelle sa copine qui lui avait donné le numéro du marabout. La copine indique, on a fouillé jusqu'à finalement on est parti, on a trouvé le marabout. Et les femmes étaient assises, avec qui l'habit de son mari, qui la chaussure de son mari.
Donc la chaussure, c'était pour que l'homme n'aille pas, ne marche plus trop. Que l'homme reste et t'écoute toi. C'était ça le but. Qu'elle soit la seule personne que le mari écoute, il ne sorte plus, qu'il reste à la maison et il écoute elle. Donc elle avait la chaussure de son mari. Elle entre, elle finit de faire ses choses, j'entre. Parce que tout ça, c'est après que je recolle les morceaux en fait. J'entre, le monsieur, il me dit, ouais, tu es dans une relation. Mais cette relation-là va se gâter. Si on n'arrange pas, ça va se gâter. Il me dit, ce qui a été fait sera défait. Si tu n'arranges pas, tu vas perdre ton foyer. Bête comme j'étais, naïve comme j'étais, je tenais tellement à cette relation issue d'un foyer divorcé. Moi-même, mes parents sont divorcés, d'une famille divorcée. J'ai grandi avec les épouses, papa et ses épouses. Et vous savez, quand vous êtes dans une polygamie, votre mère n'y est pas. Il faudrait mieux ne pas être à votre place. Et je ne me voyais pas en train de me séparer. Alors, le monsieur me dit qu'il faut faire un traitement, ça coûte 15 000. Et le chef bandit. Je rentre à la maison, je racontais, parce que j'étais comme la chef, je vous dis que j'étais la chef. Je prends toute l'histoire, je mets au sol. Je cherche les 15 000 là. Je me bats jusqu'à ce que je trouve 15 000 avec mes petites activités parallèles. Quand je dis, bon, il faut que j'aille chez la dame là arranger, comme elle avait dit que si on n'arrange pas, ce qui a été fait sera défait. Naïve, je dis que je ne comprenais pas le code que le monsieur utilisait. Ah, naïve comme j'étais, le gars prend, comme d'habitude, dès qu'il me voyait avec l'argent, il arrachait tout. Il arrache l'argent que j'ai. Ça, je ne veux pas contre les violences. Parce que quand quelqu'un te contrôle sur le plan spirituel, c'est comme si quand tu vas prendre le charme, on te donne ça avec l'esprit de sorcellerie. Déjà que si tu charmes quelqu'un, c'est que tu n'aimes pas la personne. Hein? Parce que les infidélités, les maladies sexuellement transmissibles, le fait qu'il ne s'occupe même pas de moi ni de l'enfant. Bref, c'était terrible. Mais j'étais là. J'étais là. Je ne partais pas. Je n'avais même pas l'intention de partir. Alors, pour la petite histoire, la dame continue. Je rentre chez l'autre tradipraticienne qui continue ses traitements. Et un jour, je lui demande, mais maman, qui m'a fait ça? Pourquoi ça dure? Elle me dit, un jour, tu sauras. Je ne peux pas te dire qui t'a fait ça. Tu sauras, le temps arrivera et tu sauras qui t'a fait ça. Il dit, ok. Elle fait le traitement, elle fait le traitement. Donc moi, je faisais le traitement parce que je cherchais en fait un emploi. Je ne comprenais pas que je n'arrivais pas à trouver un emploi parce que j'étais envoûtée depuis. Un matin, quand je viens comme ça, elle fait les courriers. Elle me dit, hé, Dieu est grand. Ton traitement, c'est bon. Cette année, si tu vas avoir 2 concours. Je rentre chez moi. Le gars était devenu invivable. Ou il était pareil qu'avant, mais que j'avais un autre regard aujourd'hui. Mais j'étais consciente que cette histoire, il y avait eu un charme. J'étais déjà consciente qu'il avait travaillé sur moi. Mais je me disais, je ne veux pas me séparer parce que je suis déjà mère. Et ça va aller, mais ça n'allait pas du tout. Alors finalement, je passe au concours. La situation s'empire. Le gars fait tout pour me nuire, pour m'empêcher d'aller à l'école. Il fait tout. Et c'était... je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand quelqu'un t'écœure déjà, tu vois, quand même il rentre avec un petit truc. Moi, je ne mangeais pas. Il rentre là-haut, je t'ai gardé le poisson, je t'ai gardé ici. Je ne prends pas. Je prends, mais je dépose de côté et puis je ne mange pas. Le matin, je donne aux autres. Moi, je ne mange pas parce qu'il m'écœurait. Je n'arrivais même plus à manger en face de lui. Tellement il faisait des saletés, tellement j'étais dépassée. Qu'est-ce que je fais dans une relation pareille? Avec une personne pareille. Personne que j'avais juré que jamais je serais avec elle. Alors, quand je vais faire le concours, et je reviens 3 mois plus tard, je suis chez mes parents. Parce que la situation s'est empirée et puis on s'est séparés. Mes effets sont calés là-bas. Je suis chez mes parents. Le gars arrive. Avec quoi? Avec la crème encore. A dit, je laisse les enfants. Tu n'es jamais passé leur rendre visite. Et dès que j'arrive, tu débarques. Avec un pot de crème. Un pot. Alors quand il me tend le pot de crème, j'étais assis sur la table en train de travailler. Il vient là, comment tu vas et tout. Il me tend le pot de crème. Instinctivement, je dis, si je prends cette crème et je la bois, ma soeur va dire quoi? C'est elle qui passe le temps avec l'enfant. Je me tourne, je tends le pot de crème à ma soeur. Ma soeur prend le pot de crème, elle va et vide aux toilettes.
Parce que ce que moi, je n'avais pas vu, j'étais assise en train de travailler. Tout le monde dans la maison a vu que son visage s'était déconstruit. Le gars, quand j'ai pris le pot de crème, j'ai donné à ma soeur, son visage a été déconstruit. Et c'est là où ma soeur a fait le lien que, tiens, cette histoire a commencé après un pot de crème, dont le gars était parti encore refaire un charme. Au lieu de bien se comporter, il préférait te charmer pour t'avoir. Alors, cette histoire commence à se terminer. Bon, on s'est séparés. On s'est séparés et irresponsable, j'ai pris soin, j'ai pris mes enfants avec moi. Je vis avec mes enfants et je suis là. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis sortie de là vraiment meurtrie. J'ai eu du mal à me remettre, je n'acceptais plus de me marier. Mais je suis entrée dans la prière, le Seigneur m'a béni. Aujourd'hui, je suis avec un homme à qui, comme moi, nous avons la crainte de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ce gars est seul. C'est le défilé des femmes. C'est-à-dire, c'est bon, moi ça ne me concerne pas. Mais pour dire tout ce que tu fais se retourne toujours contre toi. La loi du karma. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir MDG TV et j'ai salué tout le monde qui écoute la chaîne et je vous dis de partager et aimer et de s'abonner. Voilà, et je vais vous raconter une histoire qui passait au Mali et dans notre famille. C'est une histoire des cousines de ma grand-mère. Voilà, on était dans les grandes familles. Voilà, on était trop nombreux, donc du coup, ma mère et mon père et ma grand-mère. Donc du coup, on s'est retiré dans la famille. Vous savez, en Afrique, dans les grandes familles, si on est trop nombreux, on peut se partager au niveau des maisons, mais on cuisine ensemble. Chez nous, c'est comme ça. On cuisine ensemble. Quand il y a des mariages, c'est tout le monde fêté ensemble. Quand il y a des baptêmes, comme ça en fait, mais ça reste famille. Mais comme on est partagé, voilà, mais ça reste famille, famille c'est famille. Voilà, on était comme ça. Donc du coup, la cousine de ma grand-mère, elle était mariée dans notre maison. Voilà. Donc du coup, mais elle était sage. C'est elle qui fait l'accouchement. Toutes les femmes dans les villages. Bon, c'est elle qui fait parce que dans notre village, il n'y a pas d'hôpital. Donc du coup, si tu voulais aller en hôpital, il faut aller en région, la région des côtés en fait, ou soit il y a des villes en fait, il y a des grandes villes, chaque région il y a des grandes villes au Mali. Voilà, donc du coup, quand tu voulais voir un médecin ou un docteur, il faut prendre les voitures. Les trajets c'est 2 heures, 2h30, 3 heures. Donc du coup, par exemple, si une femme qui accouche les soirs, tu peux pas aller direct. Des fois, tu allais voir ma grand-mère là, elle va te faire un accouchement. Voilà. Si c'est facile, ils vont t'aider. Elle a des choses à te masser avec ça, tu vas accoucher facilement. Voilà. Elle sait ça depuis. C'est hérité en fait. Voilà, elle connaît ça. Mais qu'est-ce qu'il arrive, elle, quand elle fait ça, donc du coup, nous, chez nous, comme on n'a pas d'hôpital, donc du coup, si c'est grave, si la femme, elle n'arrive pas à accoucher, parce que c'est pas tout le monde qui accouche de la même manière. Donc du coup, si la femme, elle n'arrive pas, ils vont chercher des voitures, ça va coûter cher, mais voilà. Ils ramènent la femme à la grande ville, ils vont faire l'accouchement là-bas, tout. S'il y a des césariennes, ils vont faire là-bas. Mais ma grand-mère aussi, elle accouche des femmes il fait chaque fois. Il fait tous les villages de femmes, il les connaît. Donc du coup, qu'est-ce qu'il arrive? Un jour, parce que chez nous, elle était dans les grands cours, dans la maison, c'est une grande famille. Il y a des petits-enfants, il a des petits-enfants dans sa chambre. Et il y a des petits-enfants. Il y a beaucoup de petits-enfants parce que chez nous, les grand-mères, elles dorment avec les petits-enfants.
quand les petits enfants commencent à grandir, 4 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans même, 7 ans même, ils couchent avec leur grand-mère. Donc ses parents, ils laissent les petits enfants aller coucher avec ses grands-mères. Nous tous, on a fait ça. Donc du coup, comme elle accouche les femmes, qu'est-ce qu'il arrive? Dans les grands cours, il y a tout le monde, hein. Il y a tout le monde qui dort à côté, il y a des enfants, il y a des couples qui... Voilà. Sinon, dans les grands cours, là, est partagé un appartement. Chacun son appartement. T'as vu? Ma grand-mère, elle est à côté. Qu'est-ce qu'il arrive? Il y a une dame qui venait les voir. Un jour, une nuit. Les soirs, c'était à peu près 2h du matin, 3h du matin, comme ça. Qu'elle pleure. Ma grand-mère, elle a tapé la porte de ma grand-mère. Elle a ouvert. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? La dame pleure. Je voulais accoucher. Il faut m'aider. Elle a dit, toi, t'es qui? Comme ma grand-mère, elle est sage, directement, elle connaît que c'est pas quelque chose, c'est pas une humaine en fait. Depuis, elle a vu, parce que chez nous, on dit que les djinns s'en sentaient. Ça sentait quelque chose chez nous. Nous, on sait l'odeur. On connaît les odeurs. Ils sont des odeurs particulières. Quand ils voient, direct cette odeur, tu vas sentir. Quand ils sentent ça, c'est pas bon. Chez nous, tous les endroits que tu vas partir, quand ils sentent ça, c'est pas bon. Voilà, il faut passer où. Quand une humain t'approche, qu'il a des odeurs comme ça, c'est pas bon. Il a quelque chose. Voilà, nous, on sait ça. Donc, du coup, ma grand-mère, elle sait directement que c'est pas une humaine. Voilà, elle dit, toi, t'es qui? Elle pleure, elle dit, il faut m'aider, arrête de me demander parce que je suis en train de coucher, tu es là. Donc du coup, tu sais, ma grand-mère, elle a dit, bon, elle a dit, tu me connais pas? La dame, elle a répondu, tu me connais pas? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rassemblée une dame que ma grand-mère, elle connaît. Donc, ma grand-mère, elle a dit, ouais, je connais la dame là, elle est enceinte, mais... elle était pas enceinte comme ça. Elle était enceinte, mais c'était pas grossir quoi. Voilà, c'était pas arrivé en fait. À peu près 2 mois, 3 mois. Comme ma grand-mère, elle connaît la personne. Elle s'est rassemblée à ça. Comme ma grand-mère, elle voit qu'il a du gros ventre comme ça, il voulait s'accoucher. Ma grand-mère, elle appelle, elle a dit ok. Comme elle pleure, elle babarde, elle a dit viens, je vais t'aider. Elle la ramène dans sa chambre. Il y a beaucoup de petits-fils qui dorment dans les chambres de ma grand-mère. Il n'y a personne qui rêvait. Il n'y a personne qui rêvait, en fait. Tout le monde était dormi ce jour-là. Il n'y a personne qui vit la dame. C'est ça, c'était la chose paranoïa. Comme les gens ils disent, le truc parano. Je ne sais pas comment je dis parce que je ne parle pas bien en français, hein, mais je me débrouille. Voilà, comme les gens ils disent ça. C'est ma grand-mère seulement qui voit la dame. Donc du coup, il y a personne qui rêvait dans la maison, dans les cours, les grands cours comme ça, il y a personne qui rêvait. C'est comme si elle a fait son travail, les djinns là. Elle était très méchante. Elle est venue, ma grand-mère, elle a aidé à accoucher. Tout. Ma grand-mère, elle a dit, son fils, il était garçon. Il a pris sa mère, il a donné sa mère. Il a dit, comme il y a trop de sang dans les chambres à côté, elle a dit, attends, je vais chercher les serviettes pour venir nettoyer un peu avant qu'elle parte. Voilà. Ma grand-mère, elle est allée chercher les serviettes. D'un coup, elle rentre dans les chambres. Elle a trouvé que la dame, elle était à côté de la porte. Quand elle rentre, elle a giflé ma grand-mère. Elle est disparue comme un sable. Comme les vents qui soufflaient les sables. Elle était disparue comme ça. Ma grand-mère, quand elle nous dit en fait, elle était disparue comme ça. D'un coup, ma grand-mère, elle est venue avec les serviettes pour nettoyer. Comme elle était mal osée, hein. Mais elle est venue pour nettoyer. Elle n'a pas trouvé les sangs. Il n'y a rien. Comme il n'y a rien interneté. Ma grand-mère, elle a senti 7 jours-là qu'elle a fait des mauvaises choses. Ta vie, elle a peur. Après, elle a commencé à rêver les gens. Les gens, ils commençaient à rêver. Hein. Quand le diable est disparu.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce que comme il y a des charges, il y a des charges dans notre village, il y a tout. Bon, donc, du coup, nous ramenaient ma grand-mère là-bas, ils ont prié pour lui, ils ont donné les clis, comme chez nous on dit. Ils ont donné les clis, donc du coup, il a commencé, ça va. Mais les douleurs, les yeux, ça ne va pas partir. Il pleure tout seul, les yeux. Comme la seule yeux qu'il a tapé, la côté qu'il a tapé, il a giflé, la côté qu'il a giflé. Donc du coup, toujours ma grand-mère, elle restait pleureuse. Il n'y a que des larmes qui descendent dans cet œil-là, dans le côté là. Donc du coup, les matins, les douleurs restaient, tout le monde est venu les voir. Tu vois, tout le monde voit des larmes. Elle n'était pas comme ça. Elle-même, elle a dit, je ne sais pas si ça... En fait, mes frères, mon père, ils ont pris, ils ont ramené partout pour les guérir. Quand on a entendu là-bas, il la ramène là-bas. Même elle l'a ramené à Bamako pour regarder, pour parler des médecins aussi. Ça passe pas. Ça va pas. Ils voient rien. Ils ont dit qu'il n'y a rien. Mais quand ils ont ramené, il y a une ville qui guérisse bien au Mali, à Kolokani. Ils ont ramené là-bas. Tu sais qu'est-ce qu'il a? Ils ont vu la personne qui fait. En fait, quand il a regardé, il a vu la dame. La dame, elle était là-bas avec ma grand-mère. La dame elle a fait accoucher. Le monsieur, il a dit, la dame, elle est là. Il est là. Et tu sais, elle est avec son fils dans sa main. Elle a dit, pourquoi la dame là, elle a fait ça? Elle est méchante. La diable, elle a dit quoi? Elle a dit, je fais parce que je fais ça. Voilà. Tu sais, qu'est-ce qui m'arrive, ma grand-mère, à la fin? C'était pas trop longtemps. C'est que l'histoire que je vous dis, c'est pas trop longtemps. C'était à peu près 2011 là et 2010. Voilà. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, ma grand-mère, paie son âme, elle a décédé en 2018. Donc du coup, voilà. Mais ce que je voulais vous dire, je voulais vous conseiller dans cette histoire, faites attention. Cette personne que tu vois, même d'habitude tu vois, les diables, ils peuvent se transformer. Les personnes que tu aimes, le genre que tu aimes, les choses que tu aimes, il fait se transformer pour se mettre dans cette chose-là, pour te faire mal. Sinon, ma grand-mère, elle a rien fait. C'est comme si, voilà, je sais pas, elle a fait ça, pourquoi? Je sais pas. Voilà. Donc du coup, voilà, ma grand-mère aujourd'hui elle est décédée. Donc du coup, nous-mêmes dans notre village, même là maintenant il y a des hôpitaux, tout. Voilà, ils ont construit l'hôpital. Donc du coup, c'est pas la peine, une femme qui a accouché une femme, voilà, ça n'existe plus dans notre village. Voilà, c'est les docteurs qui occupaient tout. Avant, il n'y a pas ça. Voilà. Bon, merci beaucoup et voilà. Voilà, c'est ça, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Bonsoir DMG. Bon, c'est la première fois que je viens expliquer mon histoire ici. Au fait, ma mère était au village. Et j'étais allée la rendre visite. C'est Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le village était à Tassalé. Pour ceux qui sont ivoiriens connaissent un peu. Excuse-moi si je parle lentement parce que je bègue un peu. Donc j'étais allée voir la vieille au village. Et je dormais la nuit, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je me suis levée pour aller uriner. Et quand je suis allée uriner, je suis sortie de la maison et j'entendais des voix derrière la maison. Et par curiosité, je suis allée me mettre derrière la maison pour écouter ce qui se passait. Donc je vois un jeune de mon village et puis des dames qui viennent prendre des visites à ma maman.
je les vois en train de transformer une jeune fille en mouton pour la tuer. Bon, le jeune, on va l'appeler Gérard. C'est un peu ma promotion, mais je suis âgé que lui, quoi. Je vois, ils sont là transformer la fille en mouton. Et ils sont là faire des incantations ciel pour la tuer. Donc moi j'étais là, et ce Gérard en question, il a senti qu'il y avait quelqu'un. Et j'ai commencé à courir, j'ai couru. Quand je cours, je me cache. Il court, il me rattrape. Je cours, je me cache. Il court aussi, il me rattrape. Donc arrivé un moment, j'ai couru. J'étais tellement fatigué. J'ai croisé un monsieur. Quand il m'a vu courir, il a ouvert sa porte. Là, il était habillé en blanc. Il m'a dit rentre, que chez moi ici, si tu rentres, personne ne va te faire du mal. Donc, j'ai hésité un peu, mais je suis rentré. Quand je suis rentré, le monsieur a fermé la porte. Il m'a donné une chaise, il dit assieds-toi ici. Et je me suis assise. Quand je me suis assise, le gérant en question est venu. Il dit, sors là, elle m'appartient. Ce qu'elle est venue faire là, elle va faire aussi. On va regarder aussi pour elle. De toute façon, nous, on est là à faire nos trucs. Et puis elle est venue se mettre là pour regarder là. Ouvre la porte, elle va sortir. Donc le monsieur qui m'a mis dans la maison, il m'a dit, tu n'as aucun droit sur elle. Que si toi tu es garçon, rentre ici. Elle ne t'appartient pas. Ce gérant en question dit, elle m'appartient. Le monsieur dit, elle ne t'appartient pas. Elle m'appartient. Donc moi j'étais là, je tremblais sur moi. Donc les deux ont discuté. Ce gérant est parti. Donc elle est partie. Le monsieur a ouvert la porte. Il m'a dit, allons, je t'accompagne. Donc le monsieur m'a accompagné. Quand je suis arrivé devant ma porte, j'ai ouvert la porte. Je suis rentré dans la maison. Et le monsieur s'est retourné. Et le lendemain que le monsieur est réveillé, quand le monsieur est rentré, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, il était déjà, c'est ma mère qui m'a réveillé, il était déjà 6 heures. Elle dit, ouvre la porte, je vais sortir. Plus que ma mère était paralysée. Donc, ce nom la déplaçait, si elle fait ses mouvements, c'est moi et mes soeurs on s'occupait. Donc, j'ai ouvert la porte, j'ai mis la natte de ma mère dehors. Donc, je soulevais ma maman pour l'envoyer dehors. En même temps, à 6 heures du matin, là, ce Gérard-là est venu s'arrêter devant ma porte. Il me regarde, il tourne sa tête, il me regarde. Il bouge sa tête, il me regarde. Donc ma mère est venue, elle dit, il y a quoi? Et puis ce Gérard-là te regarde comme ça. Elle dit, Gérard, il y a quoi? Il y a quoi? Il n'a pas répondu, il est parti. C'est ça, j'ai dit à maman que laisse-le, il ne me moyen pas. Il ne me moyen pas. Voici ce qui s'est passé, donc j'ai expliqué ça à maman. Elle m'a dit, fais attention. Donc le moral de l'histoire, c'est pour dire quand on arrive au village là, vraiment, prions beaucoup. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc c'était pour ça. Merci et à bientôt. Je reviendrai pour d'autres histoires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Salut monsieur DMG, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis venu visiter mes enfants. J'ai un peu de temps, un peu de liberté et un peu de quiétude. Donc pour cela, je voulais te raconter l'histoire qui s'est passée, qui est un peu, c'est marrant et puis c'est un peu bizarre. Pour comprendre comment les Africains sont je ne sais pas comment je peux qualifier ça, mais ça s'est passé en Côte d'Ivoire, dans ma région. Mais ça, c'est les gens de la région de Bouna, on les appelle les Sénifaux, qui va démontrer leur puissance incroyable. Donc il s'est avéré que
une fois, on était allé dans les campagnes, là, comment on peut appeler ça, les campements, pour aller aider les familles à casser les cabosses de cacao, là. Donc, nous, on aimait ça parce que dans ça, on profite pour manger les cabosses de cacao. Après, il y a aussi le jus aussi qu'on extrait. C'est comme bangui, c'est comme palme de... les boissons de palmier, là. Ça devient un peu comme ça. Mais aussi, c'est un peu... ça saoule beaucoup. Donc, on partait à cause du plaisir de ça. On aimait aller puis aussi avec les viandes de brousse qu'on tue pour plaisir dans le champ. Donc, nous, en tant qu'enfants, ça s'est passé précisément en 1993. Yes, précisément en 1993 ou bien 91, entre 93 et 91. J'étais un peu adolescent. Donc, nous, on était enfants, on se promenait un peu en groupe. Bon, comme le campement, c'est campement des Baoulés. Moi, j'étais le seul, je peux dire le seul ami dans les Baoulés avec les Tagbana et les lobbies. Communément, qu'on les appelle les lobbies qui, quand tu entends les gens manger chien en Côte d'Ivoire, c'est les lobbies, se sont attribués ça. Donc, on était allés et parmi nous, les enfants, les jeunes hommes, il y a un jeune qui savait un peu coiffer. C'est-à-dire que c'est lui qui nous coiffait quand on était un peu... Quand il vient en ville, quand on dit en ville, au village même, parce qu'on peut faire au moins un mois au village ou bien deux semaines. Et puis, quand le jour du marché, un dimanche, on peut se porter sur le village, venir payer ce qu'on aura besoin même d'un mois ou bien de 2 mois. Et puis les gens viennent vendre ce qu'ils ont cultivé et venir vendre ça dans le village. Et c'est comme ça, moi j'étais allé dans le village, et dans le campement, pardon. Et c'est comme ça, le jeune homme a fait un petit coin, nous tous on s'est associés à lui. On a coupé des bois, on a fait un petit endroit comme un salon de coiffure. Villageoise. On ne peut pas dire campement ou bien campagne. Donc, c'est comme ça. On était là. Donc nous tous, on venait se coiffer. Et on a vu, il y a un monsieur qui a l'âge au moins, on peut dire, environ 40-45 ans. Il a dit à Petit de venir le coiffer parce que ça fait un moment, lui, il n'arrive pas à aller à Mamba Ville, à Mamba Village, pour pouvoir aller se faire coiffer. Et puis, comme il envoie les gens, donc lui, il veut que le Petit le coiffe sur place, qu'il va le payer beaucoup d'argent. Donc, c'est comme ça, le Petit. Nous tous, on était contents. Au village, dans le campement, on coiffait soit 50 ou 50 CFA ou 100 francs. C'est comme ça ne passe pas ça. Alors le petit est venu. Et le monsieur est venu s'asseoir. Nous tous on était là. Il a coiffé. Comme il finissait pas, parce que nous on l'attendait pour aller jouer, aller cueillir des mangues. Il coiffait, ça finissait pas. Donc on lui a dit, il n'est qu'à finir le monsieur. On s'en va au champ, on revient. On revient, le petit encore sur le truc. Mais la coiffure, je vous assure que ça n'a même pas encore dépassé. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté qui coiffe depuis le matin. Tout paquet de rasoir qu'il a payé, là, les lames, parce qu'il coiffait avec peigne avec les lames. Là. Dans les lames de gilette là, sont cassées. C'est-à-dire que tout est fini. Donc le monsieur a dit, bon, comme c'est fini, demain il va revenir. Et il a donné 5 000. Nous tous on était étonnés. Les lames là, le paquet c'était à 100 francs. Et puis bon, c'est 10 dedans. Donc le petit, il utilise un, tu lui donnes 100 francs, ça fait tout son truc. Donc le gars lui donnait 5 000. Nous on était contents. On allait dans un petit coin où il y a un monsieur qui vend des biscuits, des trucs. On allait dépenser au moins 1500 dans l'argent. Dans l'argent, nous tous on était contents. Donc le petit c'était un big boy. Le jour là, il avait assez d'argent sur lui. Parce qu'on a dépensé 1500, il restait 3500. Donc
il prenait ses épaules là. Donc, tous les jeunes filles du campement avaient si les yeux sur lui. Donc nous tous, on était là, on était derrière lui, comme le big boss. Donc c'est comme ça, jusqu'à ce que le lendemain arrive. Le monsieur est revenu encore. Le petit a recommencé à coiffer. Il a coiffé. Ça finit pas. En venant, le monsieur même a envoyé l'âme au petit. L'âme cadeau, c'est-à-dire que gratuit. Il a envoyé. Le petit a coiffé, jusqu'à un peigne là même est cassé. Le gars est parti. Il lui a donné encore 5 000. Avec même l'âme même qu'il avait acheté pour envoyer aussi. Et le lendemain, le surlendemain, il a envoyé peigne. Mais le petit se sent tellement fatigué qu'après la coiffure, il se sent tellement fatigué que nous-mêmes, on ne comprend pas. On veut sortir encore et lui, aller faire le boucan parce qu'il a de l'argent là. À ce moment-là, 500, ça peut faire grande chose. Donc lui, il donne 5 000. 5 000, ça c'est 1 million pour nous. Donc alors là, le petit est le plus riche du village, du campement. Donc nous tous, on était à sa trousse, on était derrière lui. Et c'est comme ça, le monsieur est revenu le surlendemain. Ça veut dire que 3e jour. Cheveux aussi, c'est un petit côté. On ne comprend pas. Comment toi, on lui demande même comment toi tu coiffes. Bon, il faut commencer avec ciseaux. Maintenant, ça veut dire que tu prends ciseaux, tu coupes tout. Là, maintenant, tu prends les trucs pour enlever en bas là. Il dit ok. Donc, nous tous, on était arrêtés là. Le petit a pris ciseaux. Il coupe. Il coupe, ça finit pas. Il a coupé. Même il a pris ciseaux pour couper certaines parties. Jusqu'un ciseau là, même la bouche des ciseaux ne coupait plus. Le monsieur a dit bon, il n'est qu'à se reposer. Il lui a donné 5 000 encore, il est parti. On a pris le petit, on l'a soulevé, on a commencé à crier. C'est que nous tous, on va ouvrir, comment on appelle ça, salon de coiffure dans le campement là. On était contents. On ne savait pas ce qui attendait au petit. Et c'est comme ça, le 4e jour, le petit, il allait se coucher, il ne pouvait pas se lever parce qu'il était fatigué. Tout son corps le faisait mal. Donc c'est comme ça, on l'a allé le faire payer les médicaments. Il y avait une dame qui était dans la brousse là-bas, on a marché des kilomètres, aller payer les comprimés parce qu'elle va payer les comprimés pour venir vendre. Elle va payer ça en Mamba village pour venir vendre ça dans le campement, comme les gens n'arrivent pas à aller toujours au village. Et puis elle a fait comme un petit clinique et puis elle vient, elle pique les gens aussi. C'est une ancienne infirmière. Donc c'est comme ça, elle était là-bas, elle se faisait son petit agent là-bas. Donc c'est comme ça on allait la voir. Elle a piqué des piqûres, fait des trucs. Le lendemain, c'est devenu grave. Le petit n'arrivait plus à se lever. Elle dit que c'est fatigue. C'est qu'elle voit que le petit est trop fatigué. Donc elle le fait reposer. Mais le petit n'a rien fait. Il n'aimait pas le champ. Il a fait quoi? Il a coiffé. Il coiffait seulement un monsieur pendant 3 jours. 4e jour, il tombe malade, on ne comprend pas. Donc, il y a un féticheur dans le campement que les parents, on a pris nous tous les enfants, parce que c'est notre ami. Alors là, les millionnaires, parce que ça fait 15 000 maintenant on a mangé seulement 1500 dedans. Donc, le reste est là. Le reste est là. Donc, il faut qu'on le suit de près pour ne pas que l'argent passe derrière nous. Donc, nous tous les enfants du campement, on le suit. On allait, on a pris notre ami, on est allé, on a assis. Le féticheur dit, mais pourquoi tous ces enfants-là vous suivent? Il dit, c'est ses amis. Partout l'enfant là va et tous le suivent. Donc c'est comme ça, on était assis. Là, le féticheur consulte. Il dit, mais le petit, c'est quel travail de champ lui avait donné? Il dit, non, ça fait 3 jours même, il va pas au champ que c'est coiffé, il est en train de coiffer un monsieur là, depuis 3 jours, les cheveux ne finissent pas. Le féticheur a commencé à rire. Il dit non, que les cheveux que le monsieur est en train de coiffer, c'est pas ses cheveux, que c'est son champ, il a mis sur sa tête. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que le petit coiffe les cheveux du monsieur, c'est le champ, il est en train de déblayer. C'est-à-dire qu'il est en train de travailler dans le champ du monsieur. À chaque fois qu'il coiffe la tête du monsieur, le monsieur c'est un lobby.
Il vient de Bouna. Bouna, le nord de la Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça. Le petit a été traité et on lui a dit seulement qu'il ne faut plus. Il va coiffer au village au campement parce que c'est pas tout le monde qui a la bonne faille. Certains là, tu les vois comme ça là. Ils prennent les cheveux, les champs pour mettre ça sur les cheveux. Donc tu essaies de coiffer, tu n'arrives pas. C'est-à-dire que tu vas coiffer, tu travailles. C'est-à-dire que tu le coiffes, c'est dans son champ que tu travailles. Donc c'est ça. Donc ils l'ont traité mystiquement. Après ça, quand le monsieur a su qu'on a su ce qu'il avait fait, il venait rarement dans notre endroit où on était. Il passait souvent, mais il ne venait pas trop là-bas. Et il est venu dire pardon maintenant à la famille que non, que c'est comme ça. Et il ne faut pas souvent aller au champ. Eux-mêmes, souvent là, ils prennent des couteaux qu'ils aiguisent, ils prennent pour enlever les cheveux. Souvent, les cheveux qu'ils enlèvent là, c'est pas les cheveux. C'est pourquoi à chaque fois ils se coiffent, les cheveux finissent pas. Que c'est les champs qui est sur la tête. Là, il est venu, il a payé un poulet rouge. C'est ce que le gars lui a dit d'acheter. Un poulet rouge, et puis un poulet blanc, et puis certaines choses. Et puis bon, il a envoyé, c'est comme ça, ils ont fait des petits sacrifices et puis le petit s'est retrouvé. Donc voilà comment certaines personnes s'hasardent. Sinon que si ces personnes sont en ville, ça serait vraiment difficile aux gens qui font les salons de coiffure là, de s'en sortir parce que c'est pas évident. Ok. C'est ça l'histoire numéro 1. Donc c'est un peu marrant, mais c'est étonnant. C'est étonnant. Il faut voir qu'un homme va transformer son champ sur sa tête pour faire travailler quelqu'un, un petit, de rien du tout. Tu vois, on avait environ, je pense bien 10 ans, 11 ans par là. Ok, merci beaucoup. Partagez, aimez et likez. Aujourd'hui, je vais vous envoyer beaucoup d'audio. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou, bonsoir, bonjour la famille. Commentez, likez et partagez. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Couper les liens avec votre argent avant de donner à une personne. Alors, un jour, je vais livrer une cliente qui refuse de prendre la commande. On a des divergences de vues. Alors, en rentrant, je m'arrête, je vais voir mon papa et je lui donne de l'argent. J'étais tellement déçue que je me suis dit, ok, j'ajoute un sacrifice à ce que j'ai déjà perdu dans cette commande. Je sonne. Mon père sort, comme c'était une maison où je n'ai pas de bons souvenirs. On cause et puis je prends de l'argent que je lui remets. Quand je rentre à la maison, ça ne va pas. J'ai commencé à faire des cauchemars. J'avais un projet de continuer un cycle universitaire et tout était calé. J'ai commencé à appeler la personne ne prenait plus mes appels. Dans la nuit, je fais cauchemar sur cauchemar et je comprends que ce sont des attaques spirituelles. Alors je me mets à prier, je dis à Dieu, montre-moi qui m'attaque. Parce que ce qu'il faut savoir sur le plan spirituel, c'est que les gens qui vous attaquent ne peuvent que se mouvoir dans un univers que vous connaissez, que vous avez en commun. Donc, tout ce que je voyais, c'était autour de la maison de mon père. C'était des conversations où mes professeurs d'université viennent et me disent avec tout ce que tu as déjà, c'est toi qui veux repartir à l'université, qu'est-ce que tu veux montrer, machin. Et j'ai compris que les gens qui m'attaquaient étaient liés à cet espace-là, à cet espace de vie qui était la maison de mon père parce qu'ils ne pouvaient pas m'emmener hors de là. Alors je me suis mise à faire des prières, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de me montrer la personne qui m'attaque. Alors c'était comme d'habitude, c'était une des épouses de mon père qui m'attaquait. Le Seigneur me l'a montré. Là je suis sortie, nous étions peut-être à 3h30 du matin. Je me suis mise à prier et à un moment je me suis fâchée. Je me suis fâchée parce que malgré toutes les misères que cette femme a pu me faire, j'ai jamais répondu. Et là je me suis dit non.
je ne peux pas prendre mon argent, je vais donner à mon père. Il va donner à son époux, je ne connais pas le discours qu'il y a eu entre elles. Et à partir de cet argent, elle m'attaque parce que c'était le seul objet que j'avais eu dans mes mains, que j'avais eu dans mon porte-monnaie. Alors là, j'attends 4h30, j'appelle mon père, je lui dis, tu sais, toi et ta femme m'avez fait voir de toutes les couleurs, j'ai jamais rien dit. Mais cette fois-ci, je ne vais pas laisser. Si elle est forte dans la nuit, parce que tu as pris mon argent, tu allais lui donner, je ne sais pas trop ce que tu lui as dit. Si elle est forte la nuit, je suis forte le jour, je vais taper sur elle. Alors ce jour, il a commencé les non, non, ne fais pas ça, oh machin, ceci, oh cela, machin. Et puis, il a commencé à vouloir justifier. Je lui ai dit, dis à ta femme, je ne blague pas. Si elle sort la nuit, moi je fonctionne le jour. Je vais taper sur elle et on ne va rien me faire. Et cette histoire, cette menace, elle a tenu, cette dame a commencé. Et c'est depuis ce jour que je ne lui donne plus jamais mon argent dans la paume de main. Jamais, jamais, jamais. Qu'est-ce que je fais? Quand je donne même, je brise le lien. C'est-à-dire, quand je veux lui tendre l'argent, quand il n'y a pas moyen de lui faire un transfert électronique d'argent, je dis que cet argent que je donne, tout lien soit coupé avec moi. Si tu te lèves pour aller faire quelconque pratique avec cet argent, que le mal que tu invoques sur moi se retourne contre toi 20 fois. Et je te tends l'argent. Donc vraiment, il faut couper les liens avec l'argent, avec les habits, avec ci, avec ça. Je préfère quand je donne l'argent à mon père, parce que la Bible dit honore ton père et ta mère, c'est Dieu qui a choisi qu'il soit ton parent. Quels que soient les rapports que vous avez, je préfère lui faire un dépôt électronique. Je ne lui donne pas mon argent dans la paume de main. Et si jamais il m'arrive de lui donner mon argent dans la paume de main, je prie pour briser tous les liens entre cet argent, lui et moi. Bonne soirée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire, merci pour tous ceux qui envoient les histoires, merci pour tous ceux qui participent. Si tu as une histoire à raconter, envoie-le sur le numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà, ciao, ciao.